Voilà, bonsoir chers téléspectateurs de la RNTV, votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes là au niveau de DER, du siège de DER. Nous sommes venus à la rencontre des entrepreneurs très motivés et très actifs pour le développement de leur pays, pour le développement de leur continent, l'Afrique mère. Donc, comme on a l'habitude de le dire. Encore une fois, aujourd'hui, ils ont choisi comme thème femmes entrepreneurs investir dans les créneaux porteurs viser la richesse et les placements. C'est leur 4e édition du Women Entrepreneurship Day. Donc, chers téléspectateurs, sans plus tarder, vous avez vu derrière moi, la salle est presque pleine. Il y a les entrepreneurs, il y a les jeunes leaders et passionnés de l'entrepreneuriat qui sont là. Vous allez découvrir avec nous des grands leaders. Vous allez découvrir avec nous des entrepreneurs, des jeunes passionnés de l'entrepreneuriat qui sont là avec nous. Donc, sans plus tarder, je demande à mon caméraman de me suivre. Nous allons vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. On y va. Donc la salle est presque pleine. Vous voyez, il y a les jeunes qui sont venus de partout répondre à cette journée d'aujourd'hui. Donc Ousmane, gis nañu ne salle bi fees na ay ndaw yi nga xam ne yu xarañ lañu ndaw yi nga xam ne jóg pour taxawu seen koom-koomu réew moo leen tax a jóg. Donc ndaw yooyu noonu gis nga ñu ngi jóge fu ne ñëw gis nañ fii ñi nga xam ne ñu mel ni Soft Power Agency mu ngi ci biir. gis nañ fa ki nga xam ne ku mel ni Tumi Production mu ngi ci biir, DTL Business Networking ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. gis nañu Mourafa mu ngi fii. Donc ay entrepreneurs yi nga xam ne bu ma leen di lim du ma leen mën a jeexal ñu ngi ci biir fii ci biir salle bi nga xam ne fii la ñu war a mën a amalee tey benn waxtaan bi nga xam ne bu am solo la nga xam ne ndaw yi dinañ ci jàngee lu bëree bëri nee nañ leen saa su ngeen gisee RNTV rek xam ngeen ne télé bi nga xam ne la ndaw yi ñoo ko tax a jóg, télé bi nga xam ne la entrepreneuriat taxawu suñu koom-koomu réew moo ñu tax a jóg. Donc damay wax sama caméraman mu topp ma rek daal di woon ndaw yi nga xam ne newuñu fi teewuñu ñu won leen li nga xam ne moo nar a xew ci biir salle bi. Donc Ousmane, salle baa ngi noonu ma bàyyi la. Je suis vraiment très honorée de vous voir aussi nombreux pour ce rendez-vous qui célèbre l'entrepreneuriat féminin. Cette année, nous avons choisi d'axer les discussions autour du financement, de l'investissement et de l'épargne. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au président de JIDER, M. Cheikh Moubarak Wade. Salam alaikum. Salam alaikum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak i santam di am mbégte au nom de l'ensemble du bureau de JIDER et au nom aussi du conseil à travers la présidente fondatrice Ndeye Absa Gningue de vous remercier pour votre présence en cette édition 2022 du Women Entrepreneurship Day. Des mots de remerciement, des félicitations, d'encouragement à l'équipe qui a tout organisé aujourd'hui. La commission Jigéenu Nder, avec à sa tête la vice-présidente de JIDER, Mariama Faye, la coordonnatrice de l'activité, donc lead de l'événement, Yassine, et toute son équipe. Vraiment, am ngeen jaarama. Ñu leen di remercier bu baax a baax par rapport à ce que vous avez montré. Alors ça nous étonne guère parce que nous sommes dans un écosystème entrepreneurial, dans un endroit d'entrepreneurs qu'on appelle la DER, délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes, mais surtout des femmes. Ces dernières qui sont à l'honneur, des femmes entrepreneurs. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui tout l'engouement que les femmes de Jigéenu Nder ont tenu organiser cet événement et d'en faire une réussite.
Ravi d'être là, comme je l'ai dit, un réel plaisir également de pouvoir rapidement, j'ai que 15 minutes je crois, animer cette thématique qui concerne les femmes et l'indépendance financière et qui est vraiment en concordance, n'est-ce pas, avec la thématique choisie pour ce forum. Donc je crois qu'on m'a déjà présenté, c'est important et je tenais d'abord, avant de commencer, à remercier Gideur par son président, M. Moubarak, qui est un mentor, mais également Mme Faye. Et vous dire que je ne suis pas trop fan également de prendre la parole seule. Donc vraiment, je voudrais que ce soit un échange. Parce que là, je suis devant vous pour vous parler d'une thématique très importante qui est l'éducation financière. Parce que je crois que la thématique, c'est investir dans les créneaux porteurs et créatrices de richesse pour les femmes. Et je vois qu'aujourd'hui, par rapport à mon métier, ou bien à mon entreprise que j'ai commencé depuis 2018, j'accompagne énormément de femmes. Je vois qu'énormément de femmes se battent tous les jours, mais malheureusement, en matière d'investissement, vous restez toujours timide. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, on va essayer un peu d'en parler. Pour commencer, j'aimerais savoir dans la salle, quand je dis éducation financière, qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, on va rapidement analyser en fait l'indépendance financière des femmes dans 5 dates clés. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes également ont plus d'objectifs d'épargne que d'investissement. Slide. Et pourquoi il y a une recherche aujourd'hui de JP Morgan, qui est un cabinet international, slide, qui montre que plus de femmes aujourd'hui épargnent qu'elles investissent. Tout simplement parce qu'il y a cet aspect familial, il y a cette culture ou cette pression sociale qui fait que la femme, avant de penser à elle-même, elle pense à sa famille, elle pense à son mari ou bien à ses enfants. Également, beaucoup plus de femmes, les femmes qui investissent le plus sont celles qui ont un plan financier. Mais celles qui investissent de moins n'en ont pas. Donc la notion d'éducation financière va revenir dans la mesure où c'est cette éducation financière qui va vous donner la voie pour déjà atteindre vos objectifs financiers de base, mais aussi vos objectifs d'investissement. Et finalement, pourquoi beaucoup de femmes n'investissent pas? C'est le manque de confiance en soi. Vous avez peur, tout simplement. Et ça, c'est une réalité. Nous sommes plus émotifs que les hommes. Donc, on a cette attache avec l'argent qui est plus personnelle que les hommes, raison pour laquelle on a vraiment peur d'investir. Raison pour laquelle aujourd'hui, pour les femmes, l'épargne est plus facile. Aujourd'hui, moi, j'accompagne beaucoup de femmes. L'épargne, ce n'est pas forcément un problème. Ce n'est pas forcément un problème. Peut-être pour certains dans l'audience, il y en aura qui ont un problème d'épargner, mais ce n'est pas forcément le problème. Mais en matière d'investissement, elles ont peur, elles n'ont pas confiance, mais surtout, elles n'ont pas forcément accès à l'information. Donc aujourd'hui, les pistes que j'aimerais vous donner pour investir sont assez simples. Slide. Donc, tout d'abord, slide, il faudra investir dans votre éducation financière. Vous avez parlé de planification, de dépenses, de gestion. Tout commence par le mindset. Et nous avons ce problème-là, parce que j'ai l'habitude de le dire, nos comportements financiers sont en forte corrélation avec comment on nous a éduqués. Les plus gros marchés que j'ai, ce sont les femmes qui me donnent des pistons. Aujourd'hui aussi, ce sont les femmes en majorité qui me mentorent. Donc je ne suis pas celle qui croit que les femmes se jalousent, se crèvent les chignons, etc. Je suis ferme croyante qu'aujourd'hui, moi-même que vous voyez là, je peux vous accompagner, je peux vous conseiller. Donc investir, c'est possible. Et pour moi, en fait, tout s'agit d'abord d'une éducation financière de base et surtout d'un bon profilage d'un outil financier qui vous permettra sur le long terme d'avoir cette autonomie. Donc je vous le souhaite, s'il vous plaît, formez-vous, soutenez-vous mutuellement et surtout, investissez. Parce qu'avec l'inflation dont on parle, tout devient cher. Dakar est l'une des villes les plus chères au monde. Si vous n'investissez pas, vous n'allez pas vous en sortir. Donc il faudra forcément aller vers l'information, vous former, vous discipliner pour pouvoir atteindre vos objectifs financiers. Je vous remercie. Les structures d'exécution dans la mise en œuvre des projets phares et des réformes du plan Sénégal émergent. Et donc nous, notre mission s'articule autour de ces 4 points, à savoir la maturation et la structuration des projets sur les projets phares et les réformes qui ont été identifiées dans le cadre du plan Sénégal émergent. Il y a également le suivi opérationnel qui nous permet de faire un tableau de bord et une restitution hebdomadaire auprès du président de la République en Conseil des ministres sur l'état d'avancement de ces projets-là. Il y a également le programme Solving qui nous permet d'appuyer les structures, les autres ministères sectoriels dans l'élaboration de leurs politiques publiques, mais également il y a l'évaluation des parts de ces politiques
que ce soit avant et après leur mise en œuvre. Donc, pourquoi l'intérêt de l'entrepreneuriat des femmes et de l'emploi des femmes dans le marché du travail? Aujourd'hui, le Sénégal, à l'image des autres pays, on constate que les discriminations liées aux revenus entre hommes et femmes constituent perte pour les pays. Aujourd'hui, le fait seulement qu'une femme et un homme n'ont pas le même revenu, ça entraîne des pertes estimées aujourd'hui à 160 milliards pour les pays au niveau mondial. Rien que cela. On ne parle pas encore de ressources, rien que l'écart de revenus constitue des pertes pour les pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 38% de la capacité des femmes qui est valorisée. Il y a presque plus de 60% de cette capacité-là qui est laissée en rade. Et comme on dit, on ne peut pas développer un pays, le Sénégal par exemple, on ne peut pas développer le Sénégal en oubliant 59% de sa population. Parce que les femmes, c'est 59% de la population du Sénégal. Comment on peut développer le pays en ne pas les prendre en charge? C'est pourquoi, à travers, cela s'il vous plaît, à travers le plan Sénégal émergent, il a été identifié, puisque le Sénégal déjà également signé des protocoles au niveau international, peut-être que la commence de Maputo, donc le Sénégal considérant également les enjeux liés à l'entrepreneuriat et à l'emploi des femmes, a intégré cette dimension de façon transversale au niveau des 3 axes du PSE, qui, pour le rappel, constitue aujourd'hui la dimension, la croissance économique, la transformation structurelle de notre économie, la protection sociale, le développement du capital humain, la gouvernance, et la paix et la sécurité. Donc, à tous les 3 niveaux, il a été identifié comme un des éléments importants à prendre en compte. Le projet de l'USAID est là, l'USAID Entrepreneuriat et Investissement. Donc, notre intervention vient vraiment en appui à tout ce que fait le gouvernement du Sénégal en appui aux entrepreneurs. Donc, depuis quelques années, il y a énormément de ressources, énormément de ressources financières ou de ressources techniques qui sont mises à disposition de l'écosystème entrepreneurial sénégalais. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a également le secteur privé. Nous appuyons vraiment le secteur privé justement à se développer et à contribuer à la croissance économique nationale. Donc notre intervention se décline en 4 composantes. La première composante, c'est une composante d'inspiration qu'on appelle Inspire. Donc c'est de la communication, mais ce n'est pas de la communication qu'on a l'habitude de voir. Donc il ne s'agit pas de dire l'USAID a fait ceci, a fait cela, il y a tel résultat, etc. Mais c'est d'inspirer les entrepreneurs donc, à persévérer dans leur voie, donc en leur donnant tous les outils dont ils ont besoin pour mener à bien leurs projets entrepreneuriaux, ou alors à aider les aspirants entrepreneurs à passer le cap. Donc comme le disait Madame Diagne tout à l'heure, nous manquons un peu de confiance en nous par moment, surtout quand il s'agit d'investir. On a besoin de ce petit coup de pouce, de cette petite motivation pour aller de l'avant. Donc cette composante inspiration-là, ce sont des activités telles que des meet-ups, comme celui-ci. Donc c'est du mentorat. Nous avons un programme de mentorat où nous mettons ensemble des entrepreneurs avec des entrepreneurs qui viennent de démarrer avec des entrepreneurs à succès, ou en tout cas des professionnels qui sont dans certains domaines qui peuvent les aider à se développer, ou en tout cas à passer certains caps et à développer leur activité. Donc nous avons également des hackathons. Dernièrement, nous avons fait le Disrupt Sénégal Contest. Aujourd'hui, l'innovation est transversale à tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'élevage, le transport, etc. Donc comment pousser les jeunes à plus aller vers les technologies, mais à plus proposer des innovations qui vont créer des solutions pour nous faciliter la vie de tous les jours. Donc entre autres, c'est ce que nous faisons dans le cadre de cette composante inspiration-là. Deuxièmement, nous avons la composante que nous appelons Improve, donc c'est améliorer l'accès aux services non financiers. Aujourd'hui, les entrepreneurs ont tendance à penser que la première chose qui pourrait les aider à se développer, c'est le financement. Non. Avant de recevoir de l'argent, est-ce qu'on sait quoi faire de l'argent? Est-ce qu'on sait comment utiliser ces ressources-là? Recevoir 20 millions, 10 millions aujourd'hui, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est la meilleure manière, ne pas savoir quoi en faire, c'est la meilleure manière de plomber son activité. Tout d'abord, merci à Jigander et à Kider pour l'invitation. Alors moi, je vais en 2 phases faire un partage d'expérience sur ce que c'est le financement. La première phase, c'est se préparer à déjà vouloir un financement, comprendre ce que c'est un financement et se donner les moyens tout simplement de pouvoir convaincre un investisseur.
comprendre ce que c'est le financement pour moi, c'est d'abord savoir à quel stade son entreprise est, quels sont nos réels besoins, si c'est réellement qu'un besoin d'argent et que toutes les idées, toutes les main-d'œuvre, toute la productivité y est déjà, très bien, le financement pourra à ce moment-là accompagner l'entreprise, la société à accroître. Et puis il y a aussi cet aspect de se préparer au financement, parce que la plupart du temps, on ne nous dit pas vraiment, sauf quand on est très curieux, on découvre qu'il y a plusieurs phases, beaucoup de documentation à fournir, à préparer. Et alors c'est là où il y a cette éducation financière, mais c'est également là où il y a cette discipline du travail et cette structuration en fait dans sa méthode de travail. Et là je parle vraiment du cadre administratif. Et puis très important, et permettez-vous aussi de pouvoir faire des due diligence sur vos entrepreneurs, enfin sur vos investisseurs, pardon, parce que c'est vrai que souvent c'est l'investi lui-même qui va subir en fait cette due diligence. Donc c'est cette période en moyenne, c'est au moins 1 an. Si vous faites, moi j'ai pas vu d'entrepreneur qui fasse moins, j'ai vu 1 an et plus en due diligence, et si vous faites moins, c'est alors là un cas selon moi assez exceptionnel en fait. Donc à côté de ça, au niveau de la due diligence, le fait de choisir son investisseur finalement, parce que l'argent c'est bien, mais tout l'accompagnement technique et quelquefois même le soutien un petit peu moral, parce que bon après là j'ai toujours envie de préciser, ça dépend de la vie de l'entrepreneur. Si c'est un entrepreneur qui dans sa vie personnelle est tout à fait accompli, famille, allez, si je vais dans la caricature, mari, enfant et tout se passe très bien, oui, il saura prendre de la force avec ces personnes qui l'entourent. Mais si vous êtes un entrepreneur dont la vie ne tourne qu'autour de son entreprise, cet accompagnement moral, il est important. Et donc l'idée aussi, c'est est-ce que vous ouvrez votre capital et donc ces personnes rentrent avec autant de risques que vous, tout simplement, ou est-ce que vous dites non, moi je veux toujours 100 parts de mon entreprise, je ne leur fais pas confiance, ils vont partir avec mon entreprise, donc du coup je veux juste qu'ils m'investissent pendant une période et je rembourse. Je vois que c'est un panel vraiment très très riche, on a la chance d'avoir, je pense qu'à la fin du panel on recevra peut-être un accompagnement de l'USAID. Et donc moi vraiment je serais un peu l'antithèse de la thèse que Corinne a soulevé tout à l'heure. On est sur des modèles différents d'accompagnement parce que justement je me suis dit que peut-être avec mon avis on n'était pas vraiment prêt à ouvrir le capital. Donc peut-être pour un peu parler pour celles qui ne sont pas vraiment prêtes, comme moi je peux aider durant les périodes d'avant-financement. Donc pour nous, notre modèle, on est allé sur plusieurs prêts à taux zéro parce qu'il faut le dire maintenant, le financement est en train d'évoluer au Sénégal. De plus en plus de structures se rendent compte que le modèle des banques n'arrange pas forcément les petites entreprises sénégalaises. Et surtout, le modèle de financement des startups au Sénégal n'est pas comme dans les autres pays. C'est-à-dire, en early stage, peu de programmes accompagnent les entreprises sénégalaises. Il faut au moins avoir 3 ans d'existence, avoir un chiffre d'affaires assez intéressant qui puisse intéresser ces investisseurs-là à se rapprocher de votre entreprise. C'est un peu dommage, mais bon. De notre côté, il y a cette présence de tous ces organismes-là qui viennent vous rejoindre à 3 ans, 4 ans de votre activité. Et quand ils voient les chiffres, ils se disent bon, d'accord, vous avez une lancée assez intéressante, on aimerait vous accompagner. Donc pour nous, il y avait 2 chemins. Le chemin de, ok, vous ouvrez votre capital. Mais avant ce chemin-là, j'aimerais aussi apporter un petit témoignage. On avait lancé une année une campagne, parce que de base on est dans l'agriculture, donc on a lancé une campagne pour que les gens puissent venir investir dans cette campagne-là. Donc c'était une campagne ouverte aux particuliers. Donc on a lancé cette campagne-là, il y avait un montant ciblé. On a eu pas mal d'appels, je pense en presque une semaine, on avait on avait dépassé l'objectif.
Et en partant dans cette aventure-là, il y avait beaucoup de divergences. Et je pense que peut-être c'est ce qui nous a inquiétés dans la partie ouverture de capital. Les particuliers se prenaient déjà pour les boss. Je me retrouvais à des questions de ok, est-ce que je pourrais prendre une décision? Est-ce que j'aurais mon mot à dire? Bon, attends, quand on voyait les tableaux, les gens étaient à des montants différents. On allait retourner sur le tableau et on voyait, bon, c'est la personne qui a proposé 500 000 que je pose cette question. Donc on commençait déjà à s'inquiéter sur ce modèle-là. Et bon, peut-être malheureusement, heureusement, c'est ce qui a fait qu'on a beaucoup freiné la partie ouverture de capital. Donc aujourd'hui, parler du prêt à taux zéro, c'est un modèle intéressant pour les entreprises. Nous, on en a eu, je pense, 2 ou 3 entre 2021 et 2022. Mais c'est un modèle où il faut vraiment interpeller les entreprises à vraiment faire un gros focus sur la trésorerie. C'est ça souvent les inconvénients du prêt. On a de gros problèmes de trésorerie parce que souvent, c'est-à-dire la période qu'on vous laisse, les 3 mois très courts qu'on vous laisse avant de commencer les remboursements, voilà, les différés, le mot que je cherchais, est très courte. Et juste après ça, vous vous retrouvez à des montants très élevés de remboursement. C'est vrai que c'est différent des banques. La banque, quand même, le montant varie entre maximum 500 000 francs, je pense, de remboursement mensuel. Mais après, derrière, il y a le taux d'intérêt qui est assez élevé. Et pour ce cas des prêts à taux zéro, c'est un modèle. Il faut après vraiment réfléchir et connaître son entreprise pour pouvoir décider de ce modèle de financement-là.